Nous allons démarrer pour respecter le timing et permettre à chacun de déjeuner. Merci à tous de vous joindre à nous. Merci Arnaud. Merci Arnaud, pardon. Bon, on va pas se mentir. Parler de trésorerie et de défaillance d'entreprise un mardi midi à quelques semaines de Noël, c'est pas le truc le plus fun qu'on pouvait proposer. Pour autant, ça nous semblait extrêmement important. Pourquoi? Bah parce qu'il y a 66 000 entreprises en défaillance annoncées cette année. En tout cas, c'est les chiffres qu'on a. Perspective peut-être plus dramatique encore. Ça fait un peu réfléchir. Et bah, aujourd'hui, plus que jamais, on le sait tous en tant qu'entrepreneur, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est le carburant de nos entreprises. Et le jour où on n'a plus de trésorerie, bah, ça coince. Et ça coince sérieusement avec des enjeux très forts. Donc c'est pour ça qu'on veut laisser personne en panne, pour reprendre l'image. Et puis on veut vous donner les clés pour rebondir face aux difficultés. On aime bien le rappeler chez les rebondisseurs, mais l'échec, c'est qu'un détour vers le chemin du succès et c'est en rien définitif. J'espère que le son n'est pas trop mauvais de votre côté, parce que j'ai quelqu'un qui perce des trous dans le bâtiment juste en dessous. J'ai une perceuse. J'espère qu'elle ne vous gêne pas dans la qualité sonore. Ça va, Arnaud? Ouais, merci. Très bien. Euh, Et donc, c'est avec Arnaud. C'est Arnaud qui va partager son expérience. Arnaud, il est associé du groupe Finance Conseil. Finance Conseil qui est un partenaire. Est-ce que vous m'entendez? On t'avait perdu, Olivier. Alors, je ne sais pas si Oui, tout le monde t'avait perdu ou si. non, non, Zoom s'est fermé tout seul. D'accord. Donc, par sécurité, je vais couper ma vidéo. Toutes mes excuses. Zoom s'est fermé brutalement. Bon, ça permet à des gens de nous rejoindre, donc c'est bien. Euh, Désolé pour les autres. Philippe est en train d'arriver. Et donc avec Arnaud, on voulait partager ces éléments de comment optimiser sa trésorerie et sécuriser son risque client, bah, parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre de défaillances viennent de là. Et parce que, soyons honnêtes, quand la trésorerie commence à tousser, c'est toute l'entreprise qui s'enrhume. Et donc, on voulait vous donner des solutions le plus concrètes possibles de ce qui peut être fait pour partager. Arnaud, je vais te laisser te présenter si tu veux bien, puis après on rentrera dans le vif du Ouais. sujet. Ok. Merci, Olivier. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Luda. Je suis associé et l'un des fondateurs du groupe Finance Conseil. Je vais vous présenter le groupe assez rapidement, hein, parce que c'est pas le sujet, mais hop là. Le groupe Finance Conseil, hein, c'est un groupe de courtage où on intervient sur divers sujets, beaucoup sur le financement des entreprises et également sur des problématiques d'assurance. On est autour de 320 collaborateurs aujourd'hui sur le groupe, voilà, et on fait beaucoup de financement. Et au sein de ce groupe Finance Conseil, on a quelques cellules spécialisées, notamment l'une qui s'appelle CMC, que je pilote, et qui intervient sur tout ce qui est solutions de financement et de sécurisation du poste client des entreprises. Donc chez CMC, nous, le retournement, on connaît très bien, hein, parce qu'on a vocation à beaucoup travailler sur à trouver du financement sur des entreprises en retournement, hein, ou des entreprises qui ne sont pas encore à maturité et qui ont besoin d'être épaulées sur des problématiques de trésorerie. Et puis on va travailler également sur la sécurisation du poste client des entreprises. Donc c'est un sujet éminemment important en ce moment, étant donné le contexte qu'a rappelé Olivier en introduction. Bon, juste pour remettre les choses en perspective, hein, effectivement, Olivier, tu disais 66 000 défaillances d'entreprises attendues en France, ou en tout cas, c'est les chiffres déjà sur les 12 derniers mois glissants. C'est un chiffre qui est très important. Après, il ne faut pas céder à la panique. C'est quand même des niveaux de défaillance d'entreprise qu'on a déjà connus en France. Alors, on est sur des niveaux très hauts, mais c'est des niveaux qu'on a déjà connus. Vous le voyez avec le graphe là, hein, que je vous présente. La grosse différence avec les crises précédentes, ou en tout cas les
les moments de fort niveau de défaillance d'entreprise, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises plutôt plus grosses qui sont défaillantes. Et forcément, ces entreprises qui sont de taille plutôt plus importante, elles emmènent avec elles des partenaires commerciaux. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. On a coutume de se dire que une entreprise, elle fait mal à des partenaires commerciaux à partir de 750 000 euros de chiffre d'affaires. En dessous, c'est un petit peu moins c'est un petit peu plus indolore, pardon. Et puis à partir de 750 000 euros de chiffre d'affaires, on considère que ça crée des dommages collatéraux. Et c'est vraiment le cas en ce moment. On a vraiment des entreprises de taille importante qui sont défaillantes. Et puis également assez nouveau, les défaillances impactent beaucoup les entreprises qui sont en B2B. Voilà. Ce que je vous disais avant, les grosses entreprises qui sont défaillantes et le B2B, c'est deux choses qui vont ensemble. Tout n'est pas complètement, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Hein. On a finalement un secteur de la construction qui est en souffrance, mais qui s'écroule pas complètement. Malgré ce qu'on avait craint il y a quelques mois. Hein, on voyait d'abord beaucoup de constructeurs qui ont déposé bilan et puis derrière des gros promoteurs en difficulté. Ils ont l'air de reprendre un peu de poil de la bête. Et puis quelque chose de plutôt étonnant dans un contexte un peu de morosité aussi des ménages. Le commerce de détail va plutôt mieux que la moyenne. Voilà. Et nous aussi, pour travailler sur des sujets un petit peu plus spécifiques en B2C, du coup, on voit qu'il y a de l'activité en ce moment sur le B2C. Bon, en tout cas, maîtriser sa trésorerie, hein, c'est avant tout maîtriser la chaîne de valeur du poste client. Hein, notamment quand on est sur du B2B, hein, le risque d'impayé, il est évidemment plus prégnant quand on a une activité en B2B. Nous, on a coutume de découper un peu la chaîne de valeur du poste des clients comme vous le voyez sur le slide. C'est-à-dire que d'abord, il y a de la prévention à faire. Hein, essayer d'avoir de l'information et de la data sur ses clients. C'est quelque chose qui est devenu très simple à obtenir, hein, puisqu'il y a de plus en plus de solutions avec de l'IA, avec de la donnée ouverte. Voilà, vous avez des sites, je ne sais pas si vous connaissez, comme Papers, qui aujourd'hui délivre pas mal d'informations gratuites. Et puis après, on peut aller sur des solutions payantes, mais qui ne sont pas très très chères et qui permettent d'avoir de l'information assez vivante sur ses clients. Le nerf de la guerre, c'est bien évidemment aussi d'avoir un process de facturation et de recouvrement solide. Ok, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est hyper important. Ensuite, on peut protéger son poste client. Donc là, on va un petit peu plus loin dans la démarche. Hein. C'est que non seulement on va aller récupérer de l'information sur ses clients, mais derrière, on va les mettre en place des garanties pour sécuriser ses créances, que ce soit en France ou à l'export. Voilà. Et puis enfin, le dernier maillon, pas le moins important, hein, c'est de pouvoir éventuellement, lorsqu'on en a besoin, financer son poste client, financer en tout cas son bas de bilan. Il y a plein de solutions. Hein. On va parler peut-être un peu plus à facturage parce que c'est la grande solution du moment et c'est celle qui permet d'accompagner des entreprises qui ne sont pas forcément dans une santé financière extrêmement bonne ou en tout cas qui ne correspondent pas au canon que voudraient voir les banquiers. Et puis il y a pas mal de solutions innovantes en tout cas en ce moment sur ce marché, on y reviendra. Et puis il y a la caution aussi, hein, qui permet de générer un peu de trésorerie sur la caution de marché, sur le bâtiment, des choses comme ça. Voilà. Arnaud, une première question. Oui. Sur cette chaîne de valeur, est-ce que ça veut dire que si je veux aller sur du financement de poste de client, il faut forcément que je puisse démontrer que je suis passé par les 2 étapes précédentes ou pas? Ça va dépendre. Mais pas forcément. Nous, très honnêtement, sur le financement du poste client, on peut intervenir sans qu'en amont. Elle est très bonne ta question. Elle est très bonne parce qu'à bien y réfléchir. Si, quand même, je vais y revenir.
mais notamment un process de facturation et de recouvrement solide, c'est quand même hyper important. Et puis, on verra aussi que sécuriser ses créances, c'est quelque chose qui facilite de toute façon l'accès au financement. Mais ce n'est pas forcément un préalable. Mais en tout cas, on peut accompagner les entreprises vers ça pour faciliter l'accès au financement. Voilà. Je ne l'ai pas dit en introduction, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je me ferai le relais auprès d'Arnaud au fil de l'eau de vos questions pour qu'on puisse y répondre. Donc, posez-les et on les traitera au fur et à mesure ou dans la session de questions-réponses après si on n'a pas eu le temps. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas hyper nombreux, donc ça peut être aussi plus sympa de poser ces questions au fur et à mesure. En tout cas, je répondrai avec plaisir. Sécuriser sa trésorerie. Donc, je vous le disais, avoir un process de facturation solide avec des justificatifs amont-aval. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit justificatif amont-aval? C'est quand je vends de la marchandise, c'est être capable de délivrer un bon de commande ou une preuve de commande. C'est être capable de délivrer un bon de livraison ou une preuve de livraison. Voilà, ça c'est des éléments importants, et même quand on est sur d'autres activités que du négoce, on peut toujours avoir des justificatifs de prestations réalisées. Ou en tout cas, on peut toujours les demander à son client. Aujourd'hui, si on n'est pas payé par un client et qu'on va au tribunal de commerce réclamer une créance avec juste une facture, ça ne marche pas. Donc, il faut, en tout cas sur des grosses transactions, en tout cas, ou sur des transactions un peu plus à risque, il faut vraiment avoir tous ces éléments-là. Et puis derrière, le nerf de la guerre, c'est d'être rapide. Lorsqu'on a un retard de paiement, il n'y a pas à tortiller. Le process de recouvrement avec des scénarios de relance, c'est ce qui est le plus efficace. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a des difficultés de trésorerie ou qui est, comme on dit trivialement, un peu mauvais coucheur, c'est ceux qui sont le plus prompts à recouvrer qui obtiennent gain de cause et qui récupèrent leur cash. Et on le vit en tant que chef d'entreprise. Moi aussi, je suis chef d'entreprise. Lorsqu'on oublie de payer une facture parce qu'on l'a reçue par mail, qu'on n'a pas fait attention, si personne nous relance, la facture, elle reste dans les mails. Donc, c'est parfois aussi simple qu'une relance mail ou qu'une relance par téléphone, de faire du recouvrement. Et puis après, comme je vous le disais, quand on est en B2B, il y a de l'information à aller collecter. Et puis c'est du bon sens. Quand on a un nouveau client, déjà, on adapte sa relation commerciale. C'est logique. On ne commence pas, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne lui donne pas du crédit en lui disant vous revenez vers nous dans 30 jours pour nous payer. Et puis, on essaye d'avoir de l'information financière, même sur ses clients habituels. D'accord ? L'expérience montre que ce sont toujours des clients habituels qui plantent. Parce que ce sont ces clients-là qui vous inquiètent le moins. Ce sont ces clients-là à qui on va accorder un délai supplémentaire parce qu'il y a une relation quelquefois un peu plus que de business qui s'est nouée. Même s'il y a plus qu'une relation de business, c'est quand même intéressant de savoir où va son client, dans quelle santé il est, surtout en ce moment. On a une question de Sylvie Ouais. Qui nous dit combien de relances prévoir dans l'idéal dans ce scénario? Actuellement, je relance 3 fois. Alors, je rajouterais combien et dans quel délai finalement? Ouais, mais en fait, il y a des scénarios qui sont un peu écrits. Voilà, à échéance, on envoie tout de suite un courrier. 2 semaines après l'échéance, on passe un coup de fil. Au bout de 30 jours, on renvoie un deuxième courrier. Et puis derrière, on fait une mise en demeure. Ça va dépendre de vos volumes. Moi, je pense que quand on est dirigeant d'une petite TPE, enfin d'une petite PME ou d'une TPE, il n'y a rien de mieux que le téléphone quand même pour recouvrer. C'est clair. Et puis, il faut adapter un petit peu son risque. C'est-à-dire que faut être plus prompt à recouvrer une créance d'une petite entreprise qu'on a en face de nous que de recouvrer une créance. Je ne sais pas si votre client c'est Veolia et que vous savez pertinemment qu'il vous paye 30 jours en retard et que de toute façon, vous avez beau les appeler, vous avez beau leur faire des courriers
de toute façon, ils vous paieront toujours avec 30 jours de retard. C'est pas avec cela qu'il faut perdre du temps. Il faut vraiment adapter son recouvrement en fonction de la contrepartie qu'on a en face de soi et du montant de la créance. Hein. Mais oui, 3 fois, c'est... De toute façon, tant qu'on n'a pas récupéré son argent, il faut être offensif. Ça, c'est clair. Merci, Arnaud. Je ne sais pas si ça vous convient, mais moi, je suis pas des scénarios tout faits avec des courriers envoyés en fonction des montants. Voilà, dans des grandes entreprises, ça se fait aujourd'hui. Maintenant, quand on pilote des PME, des TPE, faut savoir faire un peu de cousu humain. Bon, en gestion du risque en B2B, ce que j'en ai déjà parlé, collecter de l'information financière, il y a des établissements qui aujourd'hui proposent des abonnements qui sont pas très chers. Des entreprises comme Altares, Credit Safe, si vous les connaissez, sont des boîtes qui proposent des abonnements à moins de 1 000 euros où vous avez un peu d'informations financières sur vos clients. C'est monitoré, donc c'est un peu vivant. Quand votre client il commence à faire des impayés, vous allez être au courant. Donc ça, c'est le premier step et c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, c'est de l'information qui a tendance à être de moins en moins chère parce qu'il y a de l'IA, parce qu'il y a de l'information qui est gratuite aujourd'hui là où elle était payante avant. Et puis avoir recours à l'assurance crédit. L'assurance crédit, du coup, c'est un outil qui est un peu plus cher, mais qui s'est quand même beaucoup démocratisé ces dernières années. L'assurance crédit, aujourd'hui, on est capable d'avoir des petits contrats pour des TPE, PME, pas très chers, qui permettent alors là d'avoir de l'information en amont sur ses clients, d'être accompagné dans le recouvrement, et puis d'être indemnisé en cas d'impayé. D'accord ? Concrètement, l'assurance crédit, on assure une créance ou on assure un poste client? Comment ça Non, en fonctionne? général, on va assurer tout son poste client, à l'exception des marchés publics, à l'exception des créances qui sont émises auprès des particuliers. On va assurer les créances commerciales uniquement et tout ce chiffre d'affaires assurable. Parce que finalement, ça va pas coûter. En fait, ça coûte pas à l'assureur. Il va pas, ça va pas l'intéresser de venir assurer que vos clients les plus risqués. Et puis vous, finalement, ça vous coûtera aussi cher. C'est comme tous les contrats d'assurance, ça fonctionne un peu avec la dilution du risque. Donc, on assure tout son poste client, d'accord ? Et sur chaque client, alors après, il y a des modalités un peu automatisées, mais sur chaque client, on va avoir une garantie ou pas. C'est un contrat d'assurance qui est un peu particulier, c'est-à-dire que l'assureur crédit peut décider de ne pas couvrir un débiteur. D'accord ? Vous allez dire à votre assureur crédit, moi, j'ai un encours de 50 000 euros à couvrir avec ce client. L'assureur crédit peut vous dire, OK, je couvre cet encours de 50 000 euros. Je le couvre qu'à hauteur de 25 000 euros parce que je trouve que votre débiteur, il n'est pas dans une santé financière extraordinaire. Il y a un petit risque de défaillance, ou alors je ne le couvre pas du tout parce que j'estime que le risque de défaillance à court terme est trop important. Voilà. Et on a des zones de petits encours qui sont couverts de manière automatique. Voilà. Ça veut dire que si un assureur crédit dit moi je couvre pas ce risque client, euh, qu'est-ce qui me reste comme solution pour sécuriser, hormis aller Qu'est-ce brûler qui, un cierge? qu'est-ce qui vous reste comme solution? Alors, si l'assureur crédit vous dit je ne couvre pas ce client, vous avez 3 solutions en fait. La première, c'est de dire bah, je ne travaille pas avec ce client-là. D'accord ? Je suis sur un métier où mes marges sont trop ténues pour pouvoir supporter un impayé. Je ne prends pas le risque de travailler avec un client si je n'ai pas de garantie. OK ? Je suis sur un métier où je fais un peu plus de marge, où finalement l'impact d'un impayé versus le risque que je prends à travailler avec une entreprise qui est me dit-on, pas en bonne santé financière, me permet quand même d'aller travailler avec elle, moyennant une adaptation de ma relation commerciale. Donc je vais demander, je ne sais pas, 30% d'acompte, 50% d'acompte. D'accord ? Ou alors, je travaille avec ce client en demandant, en faisant une facture pro forma. Voilà. Et puis la dernière solution, c'est de travailler alors qu'on n'a pas de garantie, de commercer quand même avec ce client.
Voilà. Moi, la dernière, je ne la conseille pas, mais on a des clients, nous, aujourd'hui, qui prennent leurs risques. Hein. Et voilà, ils considèrent jusqu'à tel niveau d'encours, ils prennent le risque, même sans garantie délivrée par leur assureur. Et C'est quand on clair? parle Ouais. de coûts, c'est quoi l'ordre de coût? Alors, je ne sais pas s'il y a des fourchettes en pourcentage de ce que ça peut représenter. Je ne sais pas Non. comment ça fonctionne. Mais là, Un si dans les gens contrat, si dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui se disent, tiens, c'est peut-être une solution pour moi, ouais. ça engendre quoi sur la marge, quoi? Ouais. Alors, un contrat d'assurance crédit, on est en général sur voilà, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires assuré. Vous répondre comme ça, c'est un peu délicat parce que vous imaginez bien qu'entre une entreprise qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires et puis une autre qui va faire 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, forcément, facialement, mon taux d'assurance, c'est pas le même. Et il a vraiment rien à voir, du coup. Je peux simplement donner une petite... Enfin, allez, en entrée de gamme, aujourd'hui, on arrive à trouver des contrats d'assurance, allez, autour de 3 000 euros. Voilà. D'accord. Et, si on veut être, si ça peut vous donner un ordre d'idée, avec 3 000 euros, on va réussir à indemniser jusqu'à 80-90 000 euros par an. C'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir. C'est Hmm. voilà. Mon plus gros client, quel encours il représente. Hmm. D'accord? Et c'est vraiment ça qui va faire le prix de votre contrat d'assurance crédit. Et en général, après, ça peut se travailler, hein, mais en général, vous avez votre plus gros encours client, vous divisez par 30 et c'est un peu votre tarif plancher d'assurance. Et du coup, si on se projette dans un cas concret, voilà, j'ai souscrit une assurance contre le risque d'impayé. J'ai un impayé qui se présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois mettre moi en œuvre les procédures de recouvrement et mon assurance prend en charge après le passage au tribunal de commerce, ou c'est pris en charge tout de suite et c'est l'assureur qui se débrouille de faire le recouvrement. Comment ça fonctionne? Alors, deux cas, d'accord? Puisque l'assureur crédit va vous indemniser dans deux cas. Lorsque l'on est sur une entreprise qui est in bonis mais qui ne paye pas, ce que j'appelle une entreprise qui est in bonis, c'est une entreprise qui n'a pas déposé le bilan, hein, qui est ni en redressement judiciaire, ni en sauvegarde, ni en liquidation judiciaire, mais qui ne vous paye pas. Elle ne vous paye pas parce qu'elle a des difficultés de trésorerie, parce qu'il n'y a plus de son but d'image, vous ne savez pas pourquoi. Mais en tout cas, elle est in bonis, elle ne vous paye pas. Là, l'assureur, il va vous dire, OK, vous avez tant de jours pour faire pour mener vos procédures de recouvrement vous-même. Et au bout, en général, c'est 90 jours. Au bout de 90 jours après l'échéance de cette facture, l'assureur va dire, écoutez, on arrête de jouer, on reprend la main, puisque c'est nous qui allons vous indemniser si vous n'êtes pas payé. D'accord? Et c'est à partir de là qu'on va faire démarrer ce qu'on appelle un délai de carence. Et au bout de ces 90 jours après l'échéance de la facture, si vous n'êtes pas payé, l'assureur reprend la main sur le recouvrement. Donc, soit il arrive à recouvrer cette créance, et on imagine que de toute façon, la société étant une bonus, ils vont réussir à recouvrer, hein. Soit il n'y arrive pas, voilà, et il vous indemnise. D'accord? 60 jours plus tard, admettons. Voilà. Pour un client, vous avez un client qui dépose le bilan, hein, donc qui est en procédure collective. Là, rien à faire, c'est-à-dire que vous avez émis votre facture, votre client dépose le bilan, vous êtes indemnisé dans les 30 jours. Voilà. Ce qui est quand même une bonne préservation de l'effet domino, du coup, si sur des créances Bien importantes. sûr. Alors en fait, enfin, je ne vais pas faire d'histoire, mais pour la petite histoire, l'assurance crédit, ça a été créé par l'État français suite à la crise de 29, en fait. Voilà. La SFAC, qui était l'ancien nom d'un grand assureur crédit d'aujourd'hui, la SFAC, la Société française d'assurance crédit, avait été créée par l'État français pour éviter cet effet domino. Merci pour ces précisions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou, en effet, on n'est pas très nombreux, on est une vingtaine. Donc, s'il y en a qui veulent activer leur micro et poser une question sur le sujet, profitez-en. Je passe. Bon, Oui, je passe assez rapidement. C'est pas bon. Les outils de financement du BFR, hein, je pense que tout le monde les connaît, hein. On peut avoir des lignes en blanc. Malheureusement, voilà, les autorisations de découvert, les facilités de caisse, les billets de trésor.
tout ça, ça devient quand même très très compliqué à obtenir, d'autant plus en ce moment avec la conjoncture qu'on connaît. Euh, les lignes garanties, l'ADAI, l'escompte, la facturage. Pareil, l'escompte, on ne va pas en parler parce que l'escompte, hein, c'est, il y a plus beaucoup de, il y a plus beaucoup de traites hein, aujourd'hui, donc on peut plus mobiliser les effets de commerce. L'ADAI, la facturage, finalement, ça se ressemble. Hein. Euh, si ce n'est que la facturage, on a un portage des créances qui est beaucoup plus long que sur l'ADAI. Et qu'on a une ligne de financement qui est en général pas plafonnée. Je vais revenir un peu plus en détail. Hein. Donc la cession d'AI, hein, si on veut détailler un peu, j'émets des factures, j'ai une ligne qui est ouverte chez mon banquier, une ligne d'AI, et à l'intérieur de cette ligne d'AI, je vais pouvoir bénéficier de financement de factures que j'émets. D'accord ? Et finalement, c'est un peu pareil que l'affacturage, sauf que en affacturage, il y a une entreprise qui s'appelle une compagnie d'affacturage qui va aussi s'occuper de faire le recouvrement des créances. Et les banques aujourd'hui, elles ont toutes leurs filiales d'affacturage, et finalement l'ADAI, elles ont eu tendance à beaucoup l'externaliser vers leur filiale d'affacturage. Et l'ADAI est devenu assez marginal aujourd'hui sur le marché. Le seul établissement qui aujourd'hui continue à faire des choses un peu intéressantes en DAI, très clairement, c'est BPI, voilà, qui va quand même avoir tendance plutôt à aller financer des grands donneurs d'ordre, des grands comptes. Et je vois une remarque qui est excellente. Et effectivement, le problème de l'ADAI, c'est qu'on est financé jusqu'à échéance de la facture. Hein. Et à échéance de cette facture, on est définancé, que votre client il n'est pas payé ou pas. Donc effectivement, il faut bien être sûr de remettre en DAI des clients qui ont l'habitude de bien payer. C'est pour ça que c'est une solution qui est quand même qui reste assez risquée pour le financeur et un peu risquée pour l'entreprise qui en bénéficie. L'autre inconvénient de la DAI, c'est effectivement qu'on a un plafond de financement et que forcément, hein, si on met en place une ligne d'AI quand on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qu'on est payé à 30 jours et que 6 mois après, on est plutôt sur un train d'1,5 million et qu'on est toujours payé à 30 jours, vous connaissez aussi bien que moi, votre BFR, c'est plus le même. Et votre besoin de financement, c'est plus le même. Sauf que faut repasser votre dossier en comité de crédit, donc il faut attendre qu'un nouveau bilan soit sorti. Enfin voilà. Et puis en DAI, tous les ans, vous allez passer sous les fourches codines d'un comité de crédit. Donc là aussi, si votre bilan, si vous passez au travers, votre ligne, elle peut être divisée par 2, voire supprimée. Et aujourd'hui, je vois Anne qui pose des questions, mais soit j'y réponds maintenant ou j'attends. Comme je vais les lire pour tout le monde. On parlait des banques. J'ai une entrepreneur qui n'a pas pu se connecter aujourd'hui et verra le replay. C'est une commerçante qui a un prêt sur le local de son commerce qui se termine fin 2025. Elle a rencontré des difficultés de trésorerie sur une baisse d'activité pendant la pause estivale. Sa banque a refusé de mettre en place un découvert exceptionnel. Quelle alternative de financement ou de stratégie de négociation pourrait-elle envisager pour surmonter ces difficultés de trésorerie temporaire, surtout étant donné sa bonne relation antérieure avec la banque, sachant qu'elle a prévu de changer de banque suite à cela dès la fin du prêt? Peut-être tu répondras Ouais, après à cette question sur la ouais, présentation. ouais, parce qu'on va évoquer des sources de financement peut-être un peu plus Et adaptées à. quelqu'un qui précise, la DAI ne résout pas la question de la compte fournisseur. Ouais. Il n'y a rien qui résout la problématique de l'acompte fournisseur, puisque normalement, un acompte fournisseur, c'est un vrai acompte, c'est de l'argent qu'on récupère tout de suite. Donc, logiquement, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de se faire financer. Euh, voilà, alors c'est vrai que Je des me, fois, je Je me permets de remettre le micro, Oui. du coup, si on a besoin de se faire financer ça, personnellement, je travaille avec que des collectivités et du coup, elles payent tard et les fournisseurs qui ne nous demandaient pas d'acompte avant, parce qu'on travaillait avec des collectivités, maintenant elles nous en demandent. Donc en fait, entre le Ah moment où on oui, paye l'acompte, l'acompte fournisseur. D'accord, fournisseur, ouais. Parce que d'accord. du Oui. coup, on paye un compte fournisseur et on est payé par les collectivités. Ça, c'est sûr, mais on ne sait jamais quand. Ah oui. Et là, en trésorerie, ça pique un peu.
Ah bah bien sûr, là je suis complètement d'accord. Non, non, je pensais qu'on me posait la question de savoir si on pouvait se faire financer des acomptes, parce qu'on nous pose souvent la question, hein, puisqu'il y a des entreprises qui émettent qui se font payer des acomptes, mais des acomptes qui sont payés à 30 jours, donc c'est plus vraiment des acomptes. Et Ah oui, non, c'est plus à compte, voilà. ouais, effectivement, je comprends. Ok. Non, non, mais oui, oui, forcément, oui, oui, payer des acomptes. Mais il faut aller chercher des solutions alternatives si on peut en trouver. Après, euh, je vais essayer de développer ça et de vous expliquer ce qu'il y a finalement de moins à plus risqué à financer et quelles sont les contraintes. D'accord? On va partir de la facturage parce que finalement, c'est le plus simple. Financer son poste client aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et aujourd'hui, la facturage, c'est d'assez loin la première source de financement de court terme en France. Pourquoi c'est la première source de financement? Parce que bah, la facturage, c'est un financement d'un actif, hein, qui est une facture, qu'on sécurise. Comment on le sécurise? On le sécurise en vérifiant que l'entreprise qui cède ses factures, bah, effectivement, elle a un process de facturation, et ça, c'est là où j'y reviens, elle a un process de facturation solide, et qu'on a bien une garantie sur les clients qui nous sont cédés. C'est-à-dire qu'un facteur, quand il va racheter des factures pour les financer, il va les réassurer auprès de son assureur crédit. Ok? C'est là où les deux métiers sont quand même très très liés, assurance crédit à facturage. Et, ce montage finalement qui est assez safe, hein, pour le financeur, bah, nous permet d'aller mettre en place des contrats d'affacturage et de financer des entreprises qui sont pas en très bonne santé, d'accord. Alors, on fait pas que ça, hein, mais vraiment les deux types d'entreprises que l'on croise beaucoup, nous, courtiers spécialisés. Voilà, c'est l'entreprise qui n'est pas encore à maturité ou qui connaît une forte croissance d'activité et qui n'est pas accompagnée par ses banques parce que développement versus fonds propres, tout ça fait que ça n'amène pas les banquiers à suivre sur du financement traditionnel. Ou alors des entreprises qui sont en retournement, voilà, qui ont déposé le bilan, sont en sauvegarde, sont en redressement judiciaire, et à qui on va aller trouver du financement d'exploitation. Et ça pose pas de souci, hein, parce qu'on se fiche un petit peu quand même de la qualité financière de celui qui cède les factures. Ce qui est important, c'est que les factures, elles soient bien payées au final, puisque le facteur, c'est comme ça qu'il se rembourse de l'avance qu'il a faite à son client. D'accord? Et si on arrive à financer finalement le poste client, logiquement, on a fait un grand pas, mais effectivement, on a quelquefois des entreprises qui ont un cycle d'exploitation extrêmement long ou extrêmement poussif, c'est-à-dire que oui, il faut payer des acomptes fournisseurs. On paye des acomptes fournisseurs parce que nos fournisseurs qui sont assurés crédit, quelquefois, ont plus de garantie sur notre signature et nous demandent de payer tout ou partie d'une marchandise comptant. Donc, il faut éventuellement aller chercher d'autres solutions, effectivement. On Est-ce que c'est avait, clair sur le... Oui, on avait une remarque sur la DAI. oui. Quelqu'un qui nous dit, je travaille à la banque de Lubac et nous avons l'habitude de financer en DAI privé-public, y compris pour les entreprises qui traversent des difficultés et qui réagissaient à l'échange sur les fournisseurs, qui mettaient pour la partie fournisseur via un BAO. Alors BAO, moi ça ne me parle pas. Je ne sais pas si Arnaud. Billet à ordre. Billet à ordre. Billet à ordre, pardon, merci. Euh, donc, enfin, on avait ce commentaire-là dans le chat. Je suppose que tu veux Ouais, après, vérifier. je travaille à la Banque de Lubac. Ouais. Mhm. Oui, oui, je, je connais la Banque de Lubac. Oui, oui, vous travaillez en DAI. La Banque de Lubac aussi fait un petit peu d'affacturage. On fait un petit peu moins aujourd'hui. Et effectivement, la Banque de Lubac, c'est une banque qui est connue pour intervenir en DAI via la banque judiciaire sur des entreprises en difficulté. Euh, Juste, je vais avancer. Bon, la facture, je vais passer, hein, sur ce slide. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est financement d'actifs, hein, financement de créances clients, et on va le voir avec le reverse factoring, financement du poste fournisseur, on a quand même de plus en plus de solutions sur le marché.
Euh, et ces solutions, elles vont vous être disponibles, voilà, suivant malgré tout votre santé financière. Hein. Je vous le disais, sur de la facturage classique, là, ce qu'on vend, le full factor, oui, on va pouvoir aller sur délivrer des solutions pertinentes de financement à des entreprises, voilà, qui ne présentent pas une structure financière très solide. Après, sur des entreprises qui sont un petit peu plus solides, un petit peu plus grosses, on va pouvoir aller sur des solutions un petit peu plus cousu main en affacturage, hein, aller sur des solutions, ce qu'on appelle allégées. La facturage allégé, c'est la société qui cède ses factures, elle va conserver la relance client, hein, elle va continuer à faire son recouvrement comme elle faisait avant. Donc là, effectivement, il faut qu'on ait une société qui présente une capacité à pouvoir recouvrer de manière efficace et qui est déjà assez bien organisée au niveau de son staff administratif et financier. Après, on peut aller sur de la facturage confidentielle. Bon, là, on n'est plus sur des sociétés en retournement. Hein. Là, on va être sur des boîtes un petit peu déjà plus de 6-7 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis avec une structure financière un petit peu plus solide. Et je vous ai dit, hein, à chaque fois, le nerf de la guerre, c'est l'assurance crédit, c'est-à-dire qu'on va financer des créances clients dès lors que vos clients, ils sont couverts par un contrat d'assurance crédit, enfin, ils sont couverts par le contrat d'assurance crédit du facteur ou le vôtre. C'est-à-dire que si une entreprise elle est déjà équipée d'un contrat d'assurance crédit, elle va pouvoir l'apporter en délégation du facteur, au profit du facteur. C'est exactement comme quand vous achetez une maison et que vous faites un emprunt. Quand vous empruntez, vous avez une assurance emprunteur. Soit vous prenez l'assurance de la banque, ou soit pour des raisons de garantie ou de prix, souvent de prix, vous allez aller chercher une délégation d'assurance. Et ben là, en affacturage, c'est exactement pareil. Hein. Nous, on le fait quand on a des problématiques de garantie. C'est-à-dire que quelquefois, le facteur, sur les principaux clients à financer, l'assureur crédit du facteur va pas vouloir garantir correctement et le facteur va pas être très à l'aise pour financer. Dans ce cas-là, nous, on va aller chercher un autre contrat d'assurance crédit avec un autre opérateur et si c'est pertinent, on va l'apporter en délégation du facteur qui va financer. Je ne sais pas si je suis bien clair. Ça me semble clair. En tout cas, ça l'est pour moi. Voilà. Et puis aujourd'hui, dès qu'on a un petit peu de volume, on a des solutions data ou de financement de balance qui peuvent être pertinentes à mettre en place hein, pour éviter que les contrats soient un peu trop lourds à gérer en interne dans les entreprises. Et donc, vous allez voir, à chaque extrémité là, de ce schéma, hein, vous avez des solutions qui sont assez innovantes et qu'on commence à voir de plus en plus émerger sur le marché. Donc les solutions d'affacturage one shot, là on est beaucoup sur des fintech en fait, hein, voire des fintech filiales de banques, hein, pour ceux qui connaissent la filiale du Crédit Agricole qui s'appelle Cash in Time, qui est un petit peu plus connue sur ce type de solution. Donc là, on va rentrer dans un schéma où vous avez quand même une très grande liberté. Vous allez pouvoir céder une facture de temps en temps si vous en avez envie. Donc l'avantage, c'est cette liberté, c'est de ne pas rentrer dans un contrat d'affacturage classique, c'est de pouvoir céder une facture lorsque vous en avez envie. L'inconvénient, c'est que facialement, le coût du financement d'une facture va être plus élevé. D'accord ? Là, on peut avoir 3-4%, voire 5% de prélevés de frais prélevés sur chaque facture, sur ce type de solution. Voilà. Mais si vous avez besoin de céder une facture de manière très sporadique, c'est assez pertinent. Et puis à l'autre bout, le reverse factoring. Alors le reverse factoring, on est en train là aussi de beaucoup évoluer sur ce type de solution. Historiquement, le reverse factoring, c'était dédié à des très grandes entreprises. Et la solution a été mise en place, elle avait plus vocation à soutenir des petits fournisseurs. D'accord ? Je vous prends l'exemple d'EDF qui a depuis longtemps un contrat de reverse factoring. Et EDF, en fait, ça lui permet de payer comptant ses fournisseurs moyennant un escompte. D'accord ?
Et puis, on avait aussi de grandes entreprises qui rentraient sur ce schéma de reverse factoring. Alors, le reverse factoring, c'est je finance des factures fournisseurs, hein, je ne finance plus des créances clients, je finance des factures fournisseurs, d'accord? Je suis une entreprise, je dois payer mes fournisseurs à 30 jours, ou je dois les payer comptant. Je veux alléger mon BFR en ayant un délai supplémentaire avec mes fournisseurs. Je vais faire venir un financeur qui va payer à ma place, à l'échéance, mon fournisseur, d'accord? Et moi, je vais payer ce financeur à une échéance définie supplémentaire, d'accord? Donc, je devais payer à 30 jours. Mon financeur paye à ma place sur 30 jours et je paye mon financeur 30 ou 60 jours après. Voilà. Donc, mon délai fournisseur, il est passé de 30 à 60 ou 90 jours. OK? Donc, j'allège bien mon BFR hein, et je génère du cash. Aujourd'hui, cette solution, on peut la mettre en place sur des entreprises qui font 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc nous, ça change beaucoup la donne, hein, puisque le reverse factoring, finalement, on peut aller travailler des entreprises qui font du B2C, hein, qui ont des clients particuliers, hein, parce que ces entreprises, on peut aller financer leurs fournisseurs, hein, alors qu'avant, les solutions de financement d'actifs, on pouvait les mettre en place que sur des entreprises qui étaient en B2C, en B2B, pardon. Donc ça, c'est assez nouveau, c'est assez pertinent, mais on est quand même sur un risque un petit peu plus prégnant pour le fournisseur. Donc, on va aller sur des entreprises voilà, qui sont quand même en fonds propres positifs, qui sont sur un trend d'activité plutôt favorable et qui gagnent de l'argent. Voilà, si je peux faire simple. Des questions? C'est ce que j'allais dire. Donc, il n'y a pas de nouvelles questions. N'hésitez pas s'il y a des Et, autres questions. et lorsqu'on vous parlait tout à l'heure de la DAI ne répond pas à la question de la compte fournisseur, bah effectivement, si on arrive à mettre à facturage plus reverse factoring, bah on finance toute l'exploitation en fait. Hein. Donc ça peut être hyper pertinent, mais il faut que ça se voilà, on ne va pas aller financer des pertes. Hein. Il faut qu'on aille financer quand même un cycle d'exploitation lourd, qu'on arrive à comprendre, voilà, éventuellement parce qu'il y a aussi du stock. Hein. Et là, ça peut aller se mettre en place. Bon, juste la tarification d'un contrat d'affacturage. Hein. Usuellement, un contrat d'affacturage, ça vous coûte une commission d'affacturage. Hein. Donc ça, c'est une commission qui est prélevée sur chaque facture. Donc vous allez céder du chiffre d'affaires. Donc quand on dit qu'on cède du chiffre d'affaires à un facteur, on cède des factures. Hein. Donc sur chacune de ces factures, il y a des frais qui sont prélevés. Et ce pourcentage de frais prélevés sur une facture, il va être fonction du chiffre d'affaires qu'on aura paramétré sur le contrat. Voilà. Là encore, facialement, ça ne va pas être le même prix si c'est 500 000 euros ou 500 millions d'euros de chiffre d'affaires cédé. Ensuite, vous avez une commission de financement qui va correspondre au tirage que vous allez faire de la ligne. Hein, d'accord. Vous cédez des factures, ces factures vont être financées. En fait, vous allez avoir du cash qui va être rendu disponible. Ce cash qui est disponible, vous allez le tirer pour toute partie. Et sur ce tirage, vous allez payer des frais financiers. D'accord. Puis ensuite, vous avez des frais annexes. Okay. Ça, c'est le schéma classique d'un contrat d'affacturage, on va dire, pour des entreprises qui, à partir de 1 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus. Maintenant, pour les petits contrats, de plus en plus, on a de la commission all-in. Voilà, les banques, enfin les facteurs filiales de banque ont toutes aujourd'hui des contrats assez simplement lisibles pour les chefs d'entreprise où on dit voilà, vous cédez une facture, ça coûte tant sur la facture. C'est plus lisible, ça a tendance à être aussi un peu plus cher. Donc il faut se méfier. Chez certains facteurs, pardon, on peut vite arriver à 4-5% des factures. Voilà. Donc, il faut comparer, il faut solliciter éventuellement des courtiers spécialisés
Mais nous, ça nous arrive fréquemment d'aller renégocier des contrats qui sont en place et de diviser par deux les coûts. Juste pour revenir sur la distinction à facturage d'AI en lien avec la question qui a été posée. La DAI, c'est un financement, mais qui dépend du recouvrement à un moment donné. Si j'ai pas de recouvrement de la facture, je dois la rembourser. La facturage, je cède la facture et c'est le facteur qui se débrouille avec le recouvrement. Alors ça, c'est ce qui est vendu, mais c'est pas tout à fait la vérité. Non, D'accord. effectivement, un facteur, une fois qu'il vous aura racheté, financé votre facture, il va continuer à la porter après échéance. Mais en général, contractuellement, il y a un délai de portage de cette facture. Et cette facture, elle va être portée 45 à 60 jours après son échéance. D'accord? Au-delà, le facteur va la définancer et la contrepasser et vous en rendre la propriété. D'accord? Donc c'est un abus de langage de dire que on cède une facture et que de toute façon on n'est plus lié au risque d'impayé. Alors il y a des contrats qui sont complètement déconsolidants, mais voilà, ce sont des gros contrats où effectivement il n'y a plus de recours pour le facteur et une fois qu'il a racheté la créance, il la garde. Mais les contrats classiques pour les PME, il y a un définancement possible. Mais la différence, c'est que l'ADI, vous êtes définancé à échéance et le facteur va vous garder cette facture, va continuer de la financer pendant 60 jours après l'échéance. Ça Et fait c'est quand même une grosse finalement, différence. hormis du financement, c'est pas plus sécurisant. Je reviens sur le. Si, parce que en DAI, si votre client dépose le bilan, la créance, de toute façon, la défaillance, elle est pour vous. En affacturage, si entre le moment où vous avez facturé et le moment où vous êtes définancé, c'est-à-dire 90 ou 120 jours, votre client dépose le bilan, c'est le facteur qui prendra en charge via son D'accord. assurance. Ici. Ok. Et c'est pour ça que ce montage est plus nous permet d'aller sur des dossiers plus risqués. C'est qu'on a un process qui est plus sécurisé par un assureur crédit derrière. C'est d'ailleurs l'objet de l'un de mes derniers slides, c'est que l'assurance crédit, en fait, c'est un monde qu'on ne connaît pas bien, où le chef d'entreprise, de temps en temps, il y a quelqu'un qui les appelle en leur disant c'est Allianz Trade, c'est la Coface, c'est Atradus, on voudrait de l'information sur votre entreprise parce qu'on a des fournisseurs qui nous demandent des garanties. Ou alors vous avez un fournisseur qui vous dit vous êtes desfaqué, ou j'ai plus de garantie, il faut me payer comptant. Eh ben, ça, c'est une conséquence de l'assurance crédit. Et l'assurance crédit, elle est hyper importante sur tout ce marché du financement d'actifs. C'est que le facteur, vous avez bien compris, que s'il n'a pas de garantie sur les clients que vous lui cédez, il ne va pas les financer. Et en reverse factoring, c'est le même principe. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. C'est le donneur d'ordre, c'est sur le donneur d'ordre qu'on va avoir besoin d'avoir une garantie. Donc, j'ai mon entreprise, je veux financer mes créances, mes factures fournisseurs, je fais appel au reverse factoring. Eh ben, le facteur, il va avoir besoin d'une garantie sur ma signature. Puisque là, le risque, il pèse sur le fait que je ne paye pas ma dette fournisseur au final. D'accord ? Et là aussi, c'est un assureur crédit qui va venir backer ce financement. OK ? Donc, les assureurs crédits, ils backent les financements d'affacturage et ils backent les financements de reverse factoring. Donc, je ne saurais trop vous conseiller. Je sais que c'est pas toujours très simple et qu'on n'a pas toujours le sentiment que ce soit pertinent ou payant. Je ne saurais trop vous conseiller de communiquer de manière transparente aujourd'hui avec les assureurs crédits. Parce qu'on connaît quand même une situation conjoncturelle qui fait qu'aujourd'hui, les assureurs, quand ils n'ont pas d'informations sur une entreprise, dès lors qu'on leur demande des garanties un peu importantes, ils ne vont pas y aller. Voilà. Aujourd'hui, même des entreprises qui ont un peu d'ancienneté, les bilans ne sont plus très disponibles, puisqu'il n'y a plus d'obligation de rendre public ces bilans. Donc la communication avec un assureur crédit, c'est aujourd'hui hyper important pour avoir de la garantie.
sur sa signature. D'accord? Donc, je vous ai mis les grands assureurs crédit aujourd'hui. Alors, le plus important, c'est Allianz Trade, qui s'appelait avant Euler Hermès, qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps, et qui s'appelait avant la SFAC, qui est, voilà, c'est plus de 50% de part de marché en France. C'est 80% des facteurs se réassurent chez Allianz Trade. Donc c'est un acteur qui est assez pesant. Ensuite, vous avez la COFAS. Voilà. Historiquement, la SFAC faisait le marché domestique et puis la COFAS faisait l'export. Aujourd'hui, la COFAS assure des créances domestiques comme des créances export. Il y a Atradus, qui est un acteur de poids aussi sur le marché français. Puis ensuite, on a des plus petits. Il y a AXA Assure Crédit et Groupama. Voilà. Groupama est très présent sur les marchés agroalimentaires. Un assureur crédit, il a besoin d'être assuré sur votre position cash à court terme, en fait. Un assureur crédit se fiche un peu de vos prévisionnels à 5 ans. Enfin, il s'en fiche même complètement. Lui, il garantit des créances, donc il est sur un risque très court terme. Il peut sortir d'un risque assez rapidement. Donc, ce qu'il veut, c'est savoir s'il y a 6 mois, 1 an, vous êtes capable de faire face à vos obligations. Voilà. Donc, il y a une manière de communiquer avec eux. C'est-à-dire que voilà, faut rester rassurant tant qu'il y a sa position de trésorerie. Voilà, il ne s'agit pas de mentir, mais en tout cas d'avoir une position, en tout cas si vous y croyez en plus, de faire croire à votre histoire. Donc, on arrive presque au terme de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y avait encore une slide ou deux, mais si je résume un peu ce qu'on s'est dit, C'était la dernière. La première étape, c'est d'avoir un cycle de facturation qui est clair avec les relances qui est structuré. Pour ne pas perdre de temps et agir vite, c'est le meilleur moyen de sécuriser ses créances et de choisir les risques sur lesquels on relance, si j'ai bien entendu. Ne perdons pas d'énergie sur des gens qui sont des risques modérés, même s'ils sont en retard, parce qu'ils sont en retard et qu'ils seront en retard, et allons chercher plutôt sur les petits. Et l'exemple qui était donné, c'est la facture qui est restée dans la boîte mail, et juste un coup de téléphone, si je résume, peut parfois Bien sûr. débloquer la situation. Donc ça, c'est la base. Et puis après, c'est les solutions d'assurance crédit et pourquoi pas de DAI et d'affacturage. Il me semble que dans une des slides, tu disais que l'assurance crédit était quand même le socle du financement et que pour un facteur, c'était aussi rassurant, comme la délégation d'emprunt, Bien si sûr. j'ai bien Oui, entendu. l'assurance crédit, c'est aujourd'hui l'outil le plus pertinent pour gérer son risque client. C'est une vraie démarche. L'actif client aujourd'hui, c'est en général le plus important dans un bilan d'entreprise et c'est le seul qu'on n'a pas l'obligation d'assurer. Donc c'est vraiment une démarche de dirigeant d'assurer son poste client. Ça coûte un peu d'argent, mais ça permet quand même de rentrer dans une démarche de gestion de son poste client beaucoup plus structurée. Ça permet aussi d'aller, quand on est sur une phase de gain de part de marché, ou en tout cas lorsqu'on est offensif sur un marché, d'aller sécuriser ses débouchés. Pareil, quand on arrive sur un marché, moi je vois souvent des entreprises qui arrivent sur des marchés et comme par hasard, elles ont plein de clients qui ont envie de travailler avec elles. Ces clients-là, c'est bien souvent qu'ils sont un peu tricards partout ailleurs, pour parler trivialement. Donc, sécuriser son son poste client avec un contrat d'assurance crédit, c'est voilà. Aujourd'hui, c'est pas très cher et franchement, ça peut quand même éviter de grosses déconvenues. J'ai toujours tendance à comparer un contrat d'assurance crédit avec un contrat d'assurance habitation. Vous allez peut-être payer pendant 10 ans sans être jamais indemnisé, mais le jour où vous avez le gros impayé et que la maison est brûle, c'est plutôt bien de l'avoir mis en place. Et alors, du coup, là, pour les gens qui nous écoutent, je vais venir sur la question de Pierre juste après. Je veux mettre en place une des solutions, que ce soit la facturage, l'assurance crédit. Je fais quoi? J'appelle mon banquier préféré, qui peut être la banque Il de Lubac, faut. qui est avec nous là, par Oui, oui. exemple, pour expliquer ça. Moi, Comment ça concrètement alors, aujourd'hui, si on veut être très clair, si vous avez besoin d'un contrat d'affacturage, que
que vous avez un process de facturation, un niveau d'activité, un secteur d'activité sur lequel la filiale du facteur de votre banque va être à l'aise, il n'y a pas de souci. Par contre, dès lors qu'on va sortir des clous, faut se faire accompagner parce que votre contrat il va pas être adapté, ou vous allez le surpayer. Donc c'est bien d'être accompagné. Et puis c'est ce que je disais aujourd'hui, il y a quand même plein de solutions un peu innovantes sur le marché. Voilà, qu'il faut regarder. Et puis surtout, tous les facteurs, ils font pas la même chose. Hein. Il y a Delubac nous écoute. Delubac, ils sont capables d'aller sur d'aller financer des entreprises qui sont en procédure collective. Aujourd'hui, la majorité, l'écrasante majorité des facteurs vont pas vouloir aller sur ce type d'entreprise, même s'il y en a, hein, qu'on s'entende bien. Voilà, moi je prêche pour ma paroisse, hein, on croit beaucoup nous en ce qu'on fait, donc je saurais que vous conseiller de nous appeler quand vous avez une problématique de cet ordre-là. Mais après, vos banquiers peuvent être aussi de très très bons conseillers. De toute façon, nous, quand on intervient, on fait attention à la relation bancaire d'une entreprise. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de souci avec votre banque, qu'elle vous suit sur des investissements à côté et que le facteur de cette banque est tout à fait capable de bien travailler votre dossier, on va le faire ensemble. Voilà, nous, on fait des appels d'offres, donc forcément, on va aller négocier des zones contractuelles que le chef d'entreprise ne saurait pas négocier tout seul, hein, parce que quand on signe un contrat d'affacturage, en général, on n'a pas d'expérience avant de ce qu'est un contrat d'affacturage, donc le prix, les zones contractuelles, on ne les connaît pas. Donc voilà, vaut mieux se faire accompagner. Alors, on parlait de relations bancaires et ça fait lien avec la question de Pierre qui nous dit si on dépend de quelques gros clients, y a-t-il une stratégie recommandée pour minimiser les risques sans compromettre la relation commerciale? Faut les regarder, ces gros clients. Enfin, faut déjà savoir s'ils sont bien cotés, il n'y a pas de raison de dégrader sa relation commerciale. C'est difficile de répondre comme ça. Il faut connaître les enjeux. Qu'est-ce que c'est que des gros clients? Quel type de gros clients c'est? Si ce sont des gros clients qui sont très très dégradés et qui risquent de déposer le bilan, moi j'aurais tendance à dire qu'il ne s'agit même pas de risquer de dégrader sa relation commerciale. Il s'agit de risquer de perdre son entreprise. Donc là, la question ne se pose même pas. En fait, c'est toujours des arbitrages à faire. Mais cet arbitrage, on ne peut le faire que si on a de l'information ou si on a des garanties. Voilà. Donc, il faut aller chercher de l'information, mettre en place des garanties. Vous parliez à un moment donné de clients un peu clés avec qui ça peut être difficile de faire des relances car relation depuis plusieurs années. Comment faire pour ne pas être moi-même en difficulté à cause des retards qui s'allongent ces derniers mois? C'était la suite de la question à laquelle. Ouais, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est des choses qu'on entend tous les jours. Alors, nous, je ne veux pas parler comme dans un livre, mais il y a un moment donné, en fait, client habituel ou pas, je crois que si ça vous met vraiment en difficulté, bon, j'entends, c'est un client stratégique. Il faut savoir passer la main peut-être aussi de temps en temps sur la relance. Hein, soit prendre un cabinet extérieur qui va faire le recouvrement. Et le facteur, quelquefois, c'est pas inintéressant parce que passer en affacturage, c'est externaliser, si on fait de l'affacturage classique, hein, c'est externaliser sa relance. Et ça, vos débiteurs, ils vont bien le comprendre parce que c'est passé dans les mœurs, hein, très clairement, l'affacturage. Ils vont se dire, tiens, maintenant il est au facteur, je peux plus jouer, quoi. Je suis obligé de payer quand le facteur il me relance. C'est un peu pénible, mais voilà. Et vous, vous dites, j'ai pas le choix, c'est le facteur qui finance mes créances. Mais il n'y a pas de recette magique. Hein. Je crois que c'est quelqu'un qui nous met en commentaire, et je crois que c'est la banque de Lubac d'ailleurs. C'est tout l'intérêt pour le chef d'entreprise de bien se faire accompagner, notamment par un courtier qui a de l'expérience terrain et des spécificités de chaque établissement, efficacité et gain de temps. C'est gentil. Je partage. On arrive au terme et on est attaché à respecter le timing parce qu'on sait que certains doivent nous quitter. Si vous devez nous quitter, un grand merci.
Pour les autres, Arnaud nous avait dit qu'il avait un peu de temps. S'il y en a qui veulent continuer d'échanger, on peut prendre quelques minutes pour échanger. On en profite pour vous dire qu'on a un prochain webinaire le 17 décembre. Je parle sous le contrôle d'Anne, pour ne pas dire de bêtises, à 18 heures, autour du guide juridique qu'on a mis à disposition pour les entreprises en difficulté, avec Marwan qui viendra, qui est avocat pour le cabinet Franklin, qui a participé à sa rédaction, qui viendra répondre à vos questions, notamment pour faire un focus sur les procédures amiables. Donc c'est aussi une autre forme d'accompagnement, mais c'est de se dire dans le contexte, n'attendons pas d'être en procédure collective, il existe des solutions avant. Je ne sais pas si certains ont des questions ou veulent partager des expériences. Vous pouvez ouvrir vos micros avec plaisir. Moi, je tenais à le dire aussi, hein, si vous souhaitez m'appeler pour avoir de l'information sur certains de vos clients avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise en ce moment, voilà, je peux vous donner quelques tuyaux. Nous, on a de l'information forcément, hein, on a pas mal de bases avec lesquelles on travaille et ce sera avec plaisir, hein. Ceux qui se demandent comment évoluer avec des clients un peu stratégiques qui sont importants, qui ont tendance, avec lesquels les règlements se dégradent. Voilà, on peut échanger, c'est avec plaisir. En tout cas, c'est très agréable et très clair. Ça fait vraiment plaisir. Merci bien. Ben, merci à vous, c'est gentil. Merci pour votre retour. Très intéressant, en effet. Je suis Dominique Rabat, en effet, je suis directrice régionale de la Banque judiciaire de La Réunion, donc je vous écoute de loin. Nous avons Ok. des rebondisseurs Mais français, effectivement, également sur le territoire. avec Donc j'ai Alexandre trouvé le thème également. très intéressant et très important dans cette conjoncture actuelle, où le mot d'ordre est l'anticipation. Alors, c'était vraiment loin de moi l'envie de vous flatter, Monsieur Arnaud Luda, mais c'est un vrai sujet bien se faire accompagner à chaque étape de C'est son, sûr. de son développement, quand on est chef d'entreprise, et effectivement de pouvoir anticiper dès lors que les premiers signes de faiblesse arrivent auprès de professionnels qui puissent accompagner le chef d'entreprise comme il se doit, effectivement. Merci pour votre commentaire. Encore merci à tous. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite, je vais vous le mettre en lien, à aller télécharger gratuitement le guide pratique de l'entrepreneur, justement pour anticiper et faire face aux difficultés. Je vous le mets en lien dans le chat pour ceux qui voudraient. Il suffit de remplir le petit formulaire, il est téléchargeable gratuitement. N'hésitez pas à le partager autour de vous, puisqu'on a eu quelques retours. On sait que c'est un sujet et c'est pour ça qu'on existe, les rebondisseurs, que c'est pas toujours simple de parler de ces difficultés, mais le fait de pouvoir télécharger un guide gratuitement permet d'avoir devant des solutions d'anticipation, notamment ne pas attendre avant de réagir, ce que vous évoquiez très bien, Madame Drama, l'anticipation. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est gratuit et ça peut sauver des entreprises. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous suivre. Prochain justement focus sur le guide pratique, ce sera le 17 décembre, donc dans une semaine à 18 heures, avec la présence de Marwan, qui est un des avocats du cabinet Franklin, qui pourra répondre à des questions pratiques et prendre des exemples de situations. Et puis, c'est la saison, donc on va vous souhaiter de bonnes fêtes à tous. Il y a une activité chargée pour les rebondisseurs, en particulier aujourd'hui, où il se passe un certain nombre de choses dans les régions. Je crois qu'il se passe des choses du côté de Lyon ce soir, du côté de Paris également, où il y a un dîner entre rebondisseurs. Et on vous souhaite de bonnes fêtes à tous et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.